En France, nous avons plus de 12 millions de chats et 7 millions de chiens. Et si nos fidèles compagnons nous comblent et nous amusent, ils sont aussi bons pour notre santé. Ronronnement des chats, odorat des chiens, comment la science les exploite? E = M6 vous dit tout. Le chat est l'animal domestique préféré des Français. Une famille sur 4 en possède un. On l'apprécie pour son calme, ses câlins, mais aussi pour ses ronrons. Quand je rentre de l'école, mais elle ronronne sur moi. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les chats ronronnent lorsqu'ils sont contents, mais aussi lorsqu'ils sont stressés. Ronronner les rassure. Mais comment produisent-ils ce drôle de son? Réponse d'Antoine Bouvresse, vétérinaire. La production des ronronnements chez le chat, c'est lié en fait à des contractions des muscles au niveau du larynx, c'est-à-dire au fond de la gorge du chat. Et ces contractions vont provoquer des vibrations. Chose étonnante, ces vibrations auraient un impact sur notre organisme. On sait que le fait d'être en interaction, en faisant des câlins avec un chat qui ronronne, ça va avoir tendance à diminuer les états de stress. Mais qu'y a-t-il dans ce son qui nous fait du bien? Nous avons demandé à Marc Taillarda, ingénieur du son, d'analyser un ronronnement. Alors on va écouter un ronronnement de chat. Analysons-le avec un spectrogramme. Les sons aigus, c'est-à-dire avec une fréquence élevée, se situent en haut de l'image. Les graves, autrement dit les basses fréquences, se trouvent en bas. Enfin, l'intensité du son est représentée par des couleurs, allant de l'orangé jusqu'au blanc pour les fréquences dominantes. Les fréquences les plus intenses se situent entre 25 et 50 Hz. Donc c'est cette zone ici là, qui est la plus dense, presque blanche. Maintenant, on va écouter un réveil. Les fréquences les plus fortes se situent entre 2000 et 20 000 Hz. On est vraiment dans les fréquences aiguës. Mais pourquoi préférons-nous les fréquences graves d'un ronronnement plutôt que les aigus d'un réveil? Alors, ce qui est important et la particularité d'un son grave, c'est que non seulement il est audible, mais en plus on le perçoit physiquement. C'est comme quand on va à un concert, toutes les basses fréquences, on les ressent dans le corps. Donc c'est aussi ce qui fait qu'un son grave est plutôt un son rond, chaud et enveloppant. En plus d'être captés par notre oreille, les sons graves ont donc la particularité de faire vibrer l'ensemble de notre corps, ce qui se répercute sur notre système nerveux. Ces fréquences basses vont donner un signal au niveau du cerveau pour sécréter des neurotransmetteurs apaisants que sont la sérotonine, voire même de plaisir que sont l'ocytocine. J'adore elle. Voilà comment le ronronnement agit sur notre cerveau. À partir de ce constat scientifique est apparue la ronron-thérapie, une méthode de méditation pour lutter contre le stress du quotidien. Pour mesurer ses bienfaits sur notre corps, nous allons suivre une séance de ronron-thérapie sous contrôle médical. Alice, 27 ans, et sa petite Lila ont rendez-vous chez notre médecin. Après 10 minutes passées en position allongée, on mesure le rythme cardiaque et la tension d'Alice. Allez, c'est parti. Alice, là aujourd'hui, vous avez une tension qui est à 14, 8,5 et un pouls qui bat à 102. D'accord? Voilà. Donc on va faire une mesure après le câlin du chat. Son pouls et sa tension sont dans la norme. Après 10 minutes de ronron-thérapie, notre spécialiste les mesure à nouveau. Alice, on va reprendre la tension. Regardez, c'est étonnant. On a un excellent résultat. Vous avez une tension qui est à 10, au lieu de tout à l'heure presque 14. Le pouls était à 100, maintenant il est en dessous de 90. Alice est plus détendue. C'est normal, ce bien-être quasi immédiat a été scientifiquement prouvé. Et si vous aussi vous voulez vous essayer à la ronron-thérapie, voici un conseil. La séance de ronron-thérapie idéale, c'est le maître avec son propre chat. Et attention, pour que cela fonctionne, il ne faut pas imposer à votre chat des câlins dont il n'a pas envie. Si les chats nous aident à nous relaxer, les chiens, eux, ont un atout en plus. Ce sont de précieux assistants pour l'homme. Ils sont guides d'aveugles, policiers ou sauveteurs en montagne. Désormais, nos fidèles toutous pourront même détecter nos maladies. Direction l'Institut Curie à Paris, où nous retrouvons Aurélie Tulot, biologiste.
Depuis 6 mois, elle et son équipe ont lancé un projet de recherche incroyable et très prometteur. Utiliser l'odorat des chiens pour détecter le cancer du sein, qui est de plus en plus répandu chez les femmes. On s'est rendu compte que le cancer a une odeur. Des tumeurs ont été analysées par chromatographie en phase gazeuse et c'est de par ces analyses que le constat a été fait qu'une tumeur avait des odeurs propres à elle-même. Dès leur apparition dans le sein, les tumeurs des malades génèrent des molécules infimes d'odeur que nous les humains ne pouvons pas percevoir. Les chiens vont pouvoir détecter le cancer du sein en stade précoce avec une quantité infime de composés volatiles et marquer cancer ou pas cancer sur les échantillons. Et c'est sur Thor et Nikios, 2 bergers malinois, que tout repose. Ils sont actuellement soumis à un entraînement top secret, voilà pourquoi vous ne les verrez pas. Mais à quoi les chiens doivent-ils leur extraordinaire odorat ? Ces grandes capacités olfactives, elles sont liées déjà à une surface des cornets nasaux qui est 10 à 100 fois supérieure à celle de l'humain et des récepteurs chimiques sur la muqueuse nasale qui sont 10 fois plus concentrés. Pour prélever ces molécules odorantes sur les patientes, les chercheurs ont imaginé une méthode très simple. Il suffit d'appliquer des lingettes sur le sein. Ces composés volatiles vont passer par la sueur, par l'odeur corporelle de chaque personne. Et les lingettes qui sont appliquées sur le sein sont capables d'absorber ces composés volatiles. Une fois imprégnées, les lingettes sont placées dans des bocaux fermés et envoyées à un laboratoire. Elles sont ensuite présentées à Thor et Nikios qui les flairent et détectent les échantillons suspects. Mais comment ont-ils été dressés à reconnaître l'odeur d'une tumeur ? Dès le plus jeune âge, on fait des associations positives, c'est-à-dire que si on veut qu'il cherche telle molécule, on va lui faire chercher, et dès qu'il va la trouver, dès qu'il va avoir bon les premières fois au hasard, on va le récompenser. Aux États-Unis, des chiens entraînés comme Thor et Nikios ont détecté des maladies avec une précision de 98%. Et à l'Institut Curie, les résultats sont déjà prometteurs. L'objectif principal de cette étude, c'est de pouvoir détecter le cancer du sein de façon précoce, de façon simple et surtout de pouvoir l'exporter, et ça tient à cœur à l'équipe, de pouvoir l'exporter dans les pays à faibles ressources. Le cancer du sein se soigne dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est détecté assez tôt. Cette étude, si elle est concluante, serait donc révolutionnaire pour les scientifiques. Des chats comme anti-stress, des chiens pour nous soigner. À force de vivre avec ces animaux de compagnie, nous avons appris à utiliser leurs incroyables facultés pour en faire de véritables médecins à 4 pattes.